C'est parti. Et bienvenue à toi, Rémi. Rémi Blanchet, j'espère que tu vas bien. Ah, attends, il est arrivé. Salut Romain. Bah tout va bien, oui. Tu m'entends, du coup? Ouais, je Ça t'entends. Hop, marche? là ça marche, je pense que c'est C'est bon. parfait. Vas-y, Pokéball. Extraordinaire. Et ben, comment Oh là tu là. vas, mon ami Rémi? Bah bien, tout roule. Tout roule. Je sais pas si je suis shiny, je suis particulièrement rouge, voire même rose. Mais bon, on va voir. Ça c'est la qualité médiocre de l'éclairage. On verra bien. Non, c'est parce que t'es au soleil, il faut le dire aussi. T'es aux Bahamas et tout, donc c'est pour ça. Ouais, ça commence par un B, mais c'est plutôt le Beaujolais, là, en fait. Là. C'est ça, c'est bon, c'est presque pareil, hein. Oui, je suis pas loin. Ah, pas loin, à quelques milliers de kilomètres près, on n'est pas loin. Un écho. Alors normalement il n'y a plus l'écho parce que au début j'avais mis mon son à moi est pas très fort. Effectivement mon micro s'est baissé d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Alors ça je vais enlever ça. Alors peut-être que je vais couper toutes les. Enfin, pas de mon côté, en tout cas. Je vais rallumer mon micro. Voilà. J'avais coupé mon micro, j'avais coupé toutes les pistes et forcément j'ai coupé la piste de mon micro. Normalement là il n'y a pas d'écho. Alors Moi, j'en entends pas. ouais, alors on va poser une question. Du coup, bienvenue à toi sur la chaîne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, je sais pas, en deux mots, pour nous parler par exemple, qu'est-ce que Voyer Rouge? Ah, alors le nom de la maison d'édition, oui. Alors ça vient tout bêtement, ça vient du bateau sous lequel je navigue. C'est un voilier qui se trouve effectivement être rouge. On est à deux dessus, on l'a acheté en 2019, c'est un ketch, donc à deux mâts. Donc le mât qui est à l'avant est plus long que le mât qui est à l'arrière. Et on avait décidé, c'est un voilier des années 80 et il avait une couleur, un vieux blanc crème, un vieux blanc cassé. Et pour la petite aventure marine qu'on s'était proposée, on a repeint la coque et les bras. Et donc tout ça en rouge. Un beau rouge dont la couleur officielle c'est d'ailleurs le feu de circulation et comment ça s'appelle et il a une voile rouge effectivement, ça c'est son spinnaker qui est rouge, les autres sont blancs, sinon rouge sur rouge ça faisait un peu beaucoup, mais voilà, d'où le nom édition voilier rouge. Et super, on va en revenir un petit peu, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te présenter et puis tu me diras si tu veux ajouter quelque chose. Du coup, on est en représentant de Rémi Blanchet qui a lancé une maison d'édition sur les éditions maritimes pour parler d'histoire navale. J'aurais une petite question d'ailleurs sur toi là-dessus qu'on a discuté en Et là il n'y a pas d'ennui. avant-propos. Du coup, Rémi est passé du coup par Sciences Po Paris. Il a un master en économie et commerce. Il a travaillé dans des grandes entreprises et maintenant il a décidé que la mer c'était quand même beaucoup mieux. Et du coup, il se consacre, en tout cas, il essaie de lancer du coup sa maison d'édition consacrée à l'édition maritime. Il a son voilier du coup qui parlait le Télémac. Et c'est ça du coup que tu nous Exactement. parlais. Du coup, forcément, il s'est lancé là-dedans parce que du coup, c'est un bibliophile. Il adore lire, il adore la littérature, il adore la mer. Donc, forcément, littérature de bateau. Ici, on aime bien, c'est pour ça qu'on t'a invité parce que nous aussi, on est passionnés d'univers maritime. Curieux du coup de l'histoire des lieux, il aime bien raconter leur histoire, les visiter et se documenter pour dénicher les petites informations sur ces informations, sur ces lieux, pour les partager et pour les faire vivre et faire vivre son navire, faire vivre la littérature maritime, faire vivre l'histoire des marins et nous faire découvrir un petit peu cet univers qui est riche et puissant pour allier en fait le goût de l'histoire humaine, de la navigation, des espaces maritimes et le milieu d'éditeur qui n'est pas évident. C'est ça, c'est bien, c'est parfaitement résumé, je ne pourrais pas dire mieux. Ok. Est-ce que tu aurais rajouté quelque chose là-dessus?
alors là, non, non, mais enfin, ce que tu as dit est parfaitement juste. Effectivement, en 2019, comme j'avais dit, on a acheté le bateau. On a pas mal réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Moi, je me suis basé effectivement sur ce qui me plaisait beaucoup, hein, la littérature, les livres, l'histoire. Et la naissance de la maison vient du fait que je m'étais documenté à titre perso pour un autre projet d'ailleurs qui n'a pas abouti, qui était de reprendre des vieux textes des 17, 18e, et que j'avais trouvé en version numérisée, parce que forcément sur un bateau, j'ai pas emmené des éditions de cette époque-là avec moi. J'ai trouvé ça en version numérisée, je les ai lus, annotés, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même fou, parce que c'est des récits qu'on retrouve pas, en fait, qui sont pas édités aujourd'hui, ou pas réédités. Pourtant, c'est des grands récits d'aventure, c'est absolument passionnant. C'est certainement, il y a quelques longueurs de ci, de là, qui correspondent quand même à ce que le lectorat, en fait, de l'époque attendait. Mais bon, certes, le lectorat d'aujourd'hui est un peu différent. Et puis, bon, ben, bien évidemment, l'orthographe, la grammaire et la syntaxe ont aussi un petit peu changé, mais si on mettait ça un petit peu au goût du jour, ça donnerait quelque chose qui pourrait être franchement intéressant, qui se relèverait quasiment du roman d'aventure, en fait. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais faire un essai, et j'ai pris un texte, celui du corsaire de Honfleur, qui s'appelle Jean Doublet, d'époque Louis XIV. J'ai repris le texte, et puis, mot à mot, ligne à ligne, j'ai retranscrit ce qui était en ancien français, en fait, et je l'ai remis en français moderne. J'ai enlevé les quelques longueurs qui existent, et parce que bon, c'est à l'époque aussi, ces gens-là sont pas des gens de plume. D'ailleurs, la plupart du temps, ils le disent dans les préfaces ou dans les avant-propos de leur bouquin ou de leur récit. Et voilà, j'ai fait une version moderne, en essayant de respecter au mieux l'esprit du bouquin, bien sûr, qui n'est pas franchement différent d'ailleurs de ce qu'on peut trouver dans, par exemple, la collection du Temps retrouvé du Mercure de France, où voilà, c'est des versions un tant soit peu modernisées de textes anciens. Donc voilà, j'ai refait ça, et puis ensuite j'ai bossé de fil en aiguille, j'ai bossé sur d'autres textes qui sont pas forcément liés à la course, ou à la piraterie ou à la flibuste, mais à des auteurs plus récents. Le dernier étant quelque chose que j'ai fait, enfin un texte sur lequel j'ai bossé fin 19e. D'ailleurs, je pose aussi, je rappelle dans le chat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous avez des questions sur l'histoire maritime, la littérature navale, n'hésitez pas à les poser, on va essayer de les relier au maximum. Et on avait une première qui est posée dans le chat, on nous dit, mais du coup, édition voilier rouge, un voilier, le Télémark, le Beaujolais, mais il n'y a pas la mer dans le Beaujolais. Non, il n'y a pas la mer dans le Beaujolais, ça c'est vrai. Mais là, en ce moment, je suis en France, et puis bon, la maison je suis normalement domicilié en Suisse aussi, donc du coup, je reviens régulièrement sur le continent, et je fais des allers-retours entre mon bateau et le continent assez régulièrement. Donc là, il se trouve que je suis ici. Dans la semaine prochaine, je retourne à mon bateau, qui se trouve être aux Antilles en ce moment. Et ensuite, bon, à un moment ou à un autre, je reviendrai en France. Donc effectivement, là je suis en Beaujolais, mais il n'y a pas la mer, mais je vais y retourner. Et peut-être pour commencer, moi j'avais la question qu'on avait eue en amont. Je pense que ça peut être intéressant de dissocier un petit peu histoire maritime, navale, les deux termes un petit peu, parce qu'on parlait de littérature navale, littérature maritime, c'est pas exactement la même chose. Alors non, effectivement, mais c'était intéressant d'ailleurs sur les questions que j'avais vu passer. Maritime, c'est tout ce qui concerne la mer, c'est très englobant comme terme. Il peut y avoir de la littérature maritime, ça peut concerner tout, ça peut concerner bien évidemment la chose navale, donc l'histoire militaire, mais aussi des textes d'explorateurs, des textes scientifiques, des récits ou des rapports commerciaux de pêcheurs même. Ça peut sembler un petit peu barbant dit comme ça, hein, rapports commerciaux, pêche, c'est pas forcément extrêmement éclatant, mais en fait les récits commerciaux, c'est des récits, surtout par exemple du début du 18e, c'est des récits humains, hein. Les gens ils partent pour quelques années, ils font le tour du monde. J'ai bossé sur un texte là-dessus aussi qui doit sortir en janvier,
et il leur arrive plein d'aventures en fait. Donc ils sont partis avec une mission commerciale. Le but c'est de faire du commerce, des échanges de biens. Mais il leur arrive plein de choses. Ils se font attaquer par des pirates en Malaisie. Ils essuient des tempêtes au niveau du Cap Horn. Ils passent à travers les îles Mariannes dans le Pacifique, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis sinon, la littérature scientifique, là il y a des récits comme ceux de La Pérouse ou de Bougainville par exemple. Voilà, c'est des explorations à but scientifique. C'est ça la grande différence entre la littérature navale et la littérature maritime. La littérature navale est donc plutôt exclusivement militaire en fait. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire, tu as répondu comme au début, qu'est-ce que c'est, mais du coup, d'où ça vient cette littérature navale? Est-ce qu'on a peut-être un début un premier document qui étaye ça, qui décrit en fait la littérature navale? Alors ça, moi, ce que je donne, c'est mon opinion. Je suis pas historien, donc du coup, je vais pas. Ce que je donne, c'est une opinion d'amateur en réalité. Mais la mer a eu l'avantage d'avoir toujours fasciné les gens. Et ça, je me souviens, j'avais lu un très beau bel article qui était dans un livre qui est consacré à l'histoire de la course et de la piraterie, écrit par Philippe Rodège, qui est un spécialiste du sujet, lui historien, et il avait dit effectivement tout au début, il parlait des Romains, je crois, c'était à l'époque romaine, la piraterie à l'époque romaine, il disait la mer a toujours fasciné les gens en fait, et donc forcément ce qui stimule l'imaginaire, la porte s'ouvre vite en direction du monde littéraire, et même d'un point de vue des récits en fait. Donc il y a d'un côté les récits, les témoignages, donc ceux qui racontent ce qu'ils ont effectivement vécu, et ensuite la littérature pure, les récits de fiction en fait, où là cette fois-ci c'est des choses qui ne sont pas forcément arrivées, mais qui s'inspirent de faits réels, mais qui sont purement inventés. Ça fait deux jambes en fait pour cette littérature là. Et pour les tout premiers, pour répondre à ta question, Romain, c'est tout avait reçu Thukydides il y a pas longtemps. Il me semble que le héros du texte dont il a dû parler, certainement l'épopée de Gilgamesh traverse la mer à un certain moment. Et ben voilà, donc même si le récit, l'épopée de Gilgamesh n'est pas exclusivement marine, loin s'en faut, il y a un petit moment, il y a des épisodes aussi de là, on peut reprendre ensuite dans des textes assez anciens comme la Bible, l'épisode de Jonas, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments en fait où la mer est mentionnée, et un peu à travers l'histoire, il y en a assez régulièrement. Donc moi, je me suis concentré sur des périodes plus récentes, bien évidemment, mais depuis que ça existe, on en parle, en fait. Depuis que la mer est là, elle nous fascine et puis on en parle. T'en parlais, pour ceux qui sont intéressés, tu en parlais, juste pour préciser, on a fait un épisode du coup avec Thukydides, du coup, pour parler du coup de la Mésopotamie, du coup, de la création des cités-d'État, quelle est l'influence de la Mésopotamie sur le monde qu'on a aujourd'hui, qui est disponible du coup en version podcast et YouTube pour ceux qui sont intéressés. Et pour aller un peu plus loin, du coup, tu parlais de Philippe Rodège, il a écrit du coup avec Gilbert Buty, du coup, cet excellent ouvrage du coup sur l'histoire de la piraterie, et qui est vraiment très très complet sur tous les termes de la piraterie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc c'est un ouvrage que moi je me suis basé pour faire notamment mon podcast que j'ai fait sur l'épisode sur les pirates, qui vous retranscrit un peu cette époque, et c'est vraiment très très intéressant. On va dire que Philippe Rodège et Gilbert Buty sont les deux plus grands experts français qu'on a aujourd'hui de ce domaine, en tout cas que moi je connais. Je sais pas si toi tu en as d'autres que tu as rencontrés peut-être dans ce domaine-là qui sont intéressants à découvrir. Alors des ouvrages récents, oui, il y en a quelques-uns. Ensuite, c'est assez spécialisé, des ouvrages généralistes. Ça, j'en ai pas forcément là immédiatement en tête, mais il y en a plein. Là, tel quel, ce que je pourrais citer. Alors ça, c'est pas de l'analyse générale.
Mais c'est des exemples. Le voyage de Bougainville, par exemple, je recommande absolument parce que ça, c'est vraiment, c'est assez parlant sur l'art et la manière dont on avait de naviguer à l'époque. Et on se rend compte que, surtout quand on a un voilier et qu'on voit comment on navigue maintenant, on a tout un tas de matériel électronique. On a un moteur aussi, mine de rien, avec une hélice qui peut nous sauver en cas de pépin. C'est pas rien. Et quand on là-bas, à l'époque, au XVIIIe siècle, ils avaient intérêt à pas trop s'approcher des côtes, à être extrêmement méfiants des courants, des bas-fonds, etc. Parce qu'il n'y avait pas de moteur pour les sauver, en quelque sorte. Si jamais il y avait un pépin, si le vent était contraire et que ça les poussait sur des rochers, bah, à moins d'être extrêmement habile avec les voiles, il fallait être très fort quand même pour pouvoir manœuvrer toutes les voiles de ce voilier dans l'urgence pour se sortir d'un mauvais pas, parce que sinon c'était le naufrage. Et le naufrage, dans certains coins du monde, en fait, il y avait quasiment aucune chance de se faire sauver. En fait, donc du coup, c'était la mort quasiment. Ils en étaient quasiment sûrs. Donc, il faut voir ce qui est arrivé au pauvre Lapérouse. Donc voilà, c'est là qu'on, c'est édifiant en ce que c'est très différent aujourd'hui. C'est ça qui vaut le coup c'est pour ça que ça vaut le coup d'être lu. Et oui, donc Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour je bosserai là-dessus, sur ce texte-là, que j'aime bien d'ailleurs, que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé. Eh ben, pour te le souhaite en tout cas, hein. Oui, donc ce fameux monsieur de la Pérouse. Et on avait une question en rapport à ça, c'est du coup, est-ce que la phrase qui dit c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, est-ce qu'elle est vraie? Mais c'est Renaud, ça, non? Moi, je sais que j'ai déjà entendu. Alors après, je sais que c'est dans la Est-ce que c'est chanson. Lapérouse? Est-ce que c'est Lapérouse qui aurait dit ça? Je sais pas. Est-ce que c'est une vraie phrase qui a été reprise du coup par le chanteur ou qui qui vient de quelque part en particulier? J'avoue, moi j'ai pas la ref de si elle a été faite avant ou pas. Une bonne question, ça, je saurais pas dire. Et il y avait une question là, tu parlais des ouvrages que tu voulais, lesquels tu voulais travailler. Est-ce que tu penses un jour arriver à faire le tour comme Magellan a fait le tour du monde? Non, non, jamais. Jamais, c'est inépuisable comme sujet. Tout le monde, en fait, il y a quasiment autant de vérité, oserais-je dire, qu'il y a d'approches, qu'il y a de gens, quoi. Chacun le vit, il fait de manière très différente, et c'est ce que chacun retranscrit dans son témoignage, dans les livres, ou parfois dans la littérature de la fiction. Donc chacun a son approche, et c'est ça qui rend chaque texte et chaque ouvrage particulièrement original, particulièrement intéressant. C'est parce qu'ils se ressemblent pas. Même si parfois ça parle de la même chose ou de la même période ou d'un même événement, ça ne se ressemble pas du tout en fait. Tout le monde a son avis. Donc non, effectivement, pour répondre à la question, Romain, je ferai jamais le tour du sujet. Mais ça, j'ai fait mon deuil de ça. Et Salut Narcho apparemment nous dit que c'était bien Renaud l'origine de la phrase. Bon. Et on avait une question du coup pour toi, parce qu'on parlait des éditions Voilier Rouge. Combien de livres sont aujourd'hui disponibles du coup, combien sont parus actuellement? Il y en a 5. J'ai commencé le travail en novembre 2021. J'ai ouvert la boutique en août 2022, donc il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant. Il y en a 5. Alors du coup, les 3 premiers, c'est des bouquins que j'ai fait moi-même. Les autres, je les ai fait en collaboration, parce que d'autres gens, ensuite, d'autres institutions, d'autres personnes se sont intéressées au sujet, se sont penchées dessus. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Alban Lanéois, avec qui j'ai travaillé sur le tout dernier bouquin, qui est Mon voyage sur la flore, un livre sur le récit d'un élève de l'école navale qui fait son école d'application, c'est-à-dire une réalisation de ce qu'il a appris à bord d'une frégate, ce qu'on appelle une frégate mixte, qui s'appelle la Flore. C'est une frégate qui est à la fois à voile et à vapeur. Et il fait un tour de l'Atlantique et de la Méditerranée. Il en a fait une retranscription sous la forme de lettres à un ami, et puis sous la forme de carnet ensuite qu'il a dessiné. C'est un très bon dessinateur. Il était hydrographe de formation. Et j'ai bossé avec Alban là-dessus. Et puis on a fait ça avec la collaboration du SHD, donc les archives de l'armée, et l'école navale à Brest. Ok, et puis bienvenue du coup à toi, Solide, bienvenue à toi sur le pont, j'espère que tu vas bien.
Ok, bah je montrais du coup pendant que tu parlais là, comme tout à l'heure là, tu parlais de tes bouquins, j'essaie de montrer un petit peu les couvertures à chaque fois qui sont, moi je trouve assez magnifiques des livres. Comme on dit, si on a, j'avais pas, ouais, voulais faire le test avant le live, mais j'ai pas fait le test, il est disponible partout. Mais tu me disais qu'on pouvait les trouver assez facilement dans chacun des librairies pour ceux qui sont intéressés par ces éditions. Oui, oui, bah, ils sont disponibles auprès de la grande distribution, donc sur Amazon, sur Fnac, sur deux sites, Chapitre, Furet du Nord, Cultura, et sinon auprès des librairies indépendantes. Il suffit de le demander au libraire, normalement dans son catalogue, il les a. Alors, il les a peut-être pas forcément en rayon, mais il peut les commander. Et à ce moment-là, tous les bouquins sont référencés. On a parlé tout à l'heure de la différence entre l'histoire navale et l'histoire maritime. Est-ce qu'il y a un axe plutôt qui est pris par ton côté sur l'histoire navale ou l'histoire maritime, ou alors on fait un petit peu des deux chez vous? Ah non, ça reste maritime en fait. J'ai pas envie de me concentrer sur des choses qui sont exclusivement militaires. Pour varier déjà les sujets, pour varier un petit peu les plaisirs, pour faire en sorte que comment s'appelle les sujets changent. Et puis parce qu'il y a plein d'autres sujets intéressants ailleurs, autres que la stratégie ou les événements purement militaires. Donc, comme je disais, par exemple, les récits scientifiques. Là, le tout dernier bouquin que j'évoquais, c'est vraiment c'est pas du tout militaire, même si la personne qui écrit est un soldat. C'est vraiment en fait des récits sur la vie à bord de tous les jours, comment ça se passe, comment ça se rythme, les étapes au fur et à mesure, les escales, ils vont au port dans tel ou tel pays, ce qu'ils voient, ce qu'ils découvrent, le choc des cultures. C'est le fait qu'il reste pas longtemps, les gens qu'il rencontre, et puis finalement ils repartent, et puis etc. etc. Donc c'est vraiment un petit tour. C'est assez. Moi j'aime bien quand justement le récit reste rythmé, reste pas forcément monocorde ou monosujet ça tarde et s'aligne sur quelque chose qui est toujours un peu similaire. Donc non, pas forcément des choses qui soient exclusivement navales. On a travaillé, enfin là j'ai travaillé sur un texte, bon j'ai dû en repousser l'édition, je pense à la fin de l'année prochaine, sur un récit de pêche à la baleine du 19e siècle. Alors, je sais que c'est pas forcément extrêmement d'actualité. Le fait de massacrer les baleines, c'est vrai que c'est pas bien du tout. Mais en l'occurrence, là, c'est pas pour réhabiliter la pêche à la baleine, on s'en faut. C'est pour montrer comment on vivait à bord de ces bateaux, de ces navires baleiniers, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et voilà, c'était le récit d'un docteur, d'un médecin à bord, un médecin de bord français, voilà, qui parle très bien et qui écrit très bien, surtout, c'est ça qui est très bien, et qui parle de chacune des expéditions, comment ça se passe, et pas forcément d'ailleurs que des épisodes de chasse, mais aussi de la vie à bord, comment ça se répartit, comment ça se rythme, le voyage, les différentes latitudes croisées, etc. C'est assez intéressant parce que tout ce travail permet du coup de faire mieux comprendre du coup, au public comment vivait à bord de ces navires. Et est-ce que du coup aujourd'hui il existe beaucoup de littérature pour retranscrire ça, la vie à bord des navires à travers les Ben, siècles? Alors pas à mon sens, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup d'intervenir. J'ai discuté avec plusieurs personnes sur le sujet qui m'ont dit qu'effectivement, cette littérature-là en particulier, a eu le vent en poupe pendant un moment, c'est le cas de le dire, et jusque plus ou moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près, puis après ça s'est un peu effiloché. Et c'est en train de revenir lentement, mais sûrement au bout du jour. Les gens en parlent de plus en plus. Et moi, justement, enfin, moi, comme ça me plaît, donc je le fais avec plaisir. Mais l'idée, c'est justement d'intervenir sur ce sujet pour retrouver des bons textes qui sont un peu perdus dans les archives. Mais en creusant, on en trouve encore plein. Et puis, du coup, c'est des choses qui, bon, la plupart, là, ceux auxquels je pense, datent d'entre 1850 et puis voilà, 1910, 1920, choses comme ça. Ok. Et aujourd'hui, Sinon, il y en a des plus vieux aussi, bien sûr. il y a forcément aujourd'hui, comme dit, une littérature qui n'est pas forcément la plus abondante possible, mais quelle est peut-être
Et son importance aujourd'hui. Quelle est l'importance de la littérature maritime dans l'historiographie? Alors, c'est l'occasion de voir comment comment on vivait à cette époque-là, comment on anticipait les choses à cette époque-là. J'évoquais, voilà, comment ça s'appelle, j'évoquais la Bougainville et sa navigation. Ça permet de se projeter et puis de commencer dans une époque révolue et qui ne reviendra certainement pas. Et l'avantage aussi, c'est que la mer, j'avais discuté de ça avec un ami qui est skipper et qui m'avait dit la mer, c'est un révélateur. Et quand on est à terre, on ne s'en rend pas compte, mais je m'en suis rendu compte parce que justement, moi, j'ai pu le voir, vu que j'ai fait les deux. Quand on est à terre, on se construit lentement mais sûrement un petit personnage vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même aussi. On n'en est pas forcément conscient, mais une fois qu'on est en mer, on est seul ou à deux ou à trois en équipage face à cet immense élément qu'on maîtrise pas forcément, voire qu'on maîtrise absolument pas. Et ça, on se révèle face à soi, on se rend compte de ce qu'on est réellement. Et je dis ça parce que je me suis découvert aussi au passage à certains moments lors des navigations, et pour être d'ailleurs très franc, je me suis découvert beaucoup plus timoré que ce que je croyais être. Et je me suis senti vraiment, vraiment petit par rapport à ça. Et en fait, aussi plein d'admiration vis-à-vis des gens qui m'ont précédé et qui sont partis parfois sur des coquilles de noix avec sans avoir la certitude en fait qu'ils allaient arriver vivants et qui ont vécu des choses assez incroyables. Il faut voir qu'à l'époque aussi, ils traversaient l'Atlantique, c'était une sacrée gageure. On vivait dans une promiscuité assez désagréable. L'hygiène laissait à désirer. On mangeait pas forcément à sa faim, souvent très très mal. Les biscuits de mer étaient rapidement rongés par les vers. L'eau était croupie. Le soleil était parfois accablant. Les tempêtes dures. Et voilà, souvent on arrivait avec des maladies comme le scorbut ou des trucs comme ça parce qu'on manquait de vitamine C, des choses comme ça. Donc du coup, même maintenant, quand on se sent petit, on peut s'imaginer comment les autres se sentaient encore avant. Et ça, moi, je trouve que ça participe aussi à l'utilité de cette littérature pour le monde d'aujourd'hui aussi, de voir un petit peu comment on était avant. Et c'est un petit peu un œil sur le passé qui nous permet aussi de méditer sur le présent et puis bien évidemment l'avenir. Super, d'ailleurs, les questions sur le chat parce que ici tu parlais de la littérature qui permet d'avoir une meilleure vision de comment vivre sur les navires. Ici, tu vois, tu as le voilier rouge qui est ton emblème, qui est ton symbole qu'on voit du coup sur les bouquins. Nous ici, comme on l'a en haut, pour ceux qui regardent un petit peu en haut à gauche, on a du coup de l'autre côté là, on a un voilier jaune parce que nous on aime aussi la navigation et on a un navire qui est quand même, on va pas dire symbolique, mais qui est devenu un petit peu la coqueluche du live. C'est ce super navire qui est le Vasa et qui a coulé au bout d'une centaine de mètres, on va pas se le cacher, au bout de quelques minutes, et qui du coup, on a une super idée de comment il vivait à l'époque parce qu'ils ont réussi 333 ans après qu'il ait coulé à le renflouer et en faire un musée autour. Et on peut même le visiter aujourd'hui, il est à 95-97% authentique, ce qui est assez incroyable parce qu'on a un énorme microcosme du coup de comment il vivait à cette époque-là. Et la question qui vient bien sûr là-dessus, est-ce qu'il existe un ouvrage qui parle de cette histoire du Vasa? Tu as connaissance en tout cas d'un ouvrage qui raconterait du coup comment vivait sur le Vasa? Est-ce que ça a été fait? Ça, c'est une très bonne question, mais je pense que celui qui a dû l'écrire ou qui aurait pu en parler a effectivement eu tout juste une centaine de mètres pour le faire. Donc, ça a dû raccourcir considérablement son discours. Donc là, je pense que oui, il doit y avoir des témoins, mais à mon avis, les témoins, ils n'étaient pas sur le bateau, ils étaient sur le quai. Et des gens ont dû en parler, il y a dû y avoir des rapports, mais ensuite, moi, je ne connais pas d'auteur précis de l'époque qui a fait littéralement un récit de ça, je pourrais pas te le dire. En faisant des recherches, je suis sûr je peux et on pourrait trouver.
je sais pas non plus si ça serait ce qu'il y aurait de plus intéressant non plus, parce qu'un bateau qui fait 100 mètres et qui coule, ça c'est assez rapidement plié comme histoire. Donc, mais ce qui peut être intéressant, cela dit, c'est effectivement, comme tu l'as dit, ce qui a été trouvé à l'intérieur du bateau une fois qu'on l'a sorti, les artefacts, les corps encore bien conservés d'ailleurs pour certains. J'ai cru comprendre les squelettes étaient bien conservés des marins qui s'étaient noyés à l'intérieur du bateau. Certains éléments voilà, de navigation qui peuvent éclairer en fait sur comment on vivait à l'époque à bord de ces grands navires. Donc ça, je pense qu'en fait, il y a dû y avoir des analyses qui ont été faites par les Suédois, j'imagine, sur ce qu'ils ont trouvé à bord du bateau. Ça doit exister. Il doit y avoir même à la boutique du musée, il doit y avoir des albums là-dessus. Ouais, bon, la question c'était un peu pour le running gag parce que c'est le navire emblème non, mais j'imagine bien. De la chaîne. Mais surtout, ce qui est intéressant pour préciser un petit peu pour les gens, tu l'as mentionné un petit peu, c'est que du coup, les eaux froides du port de Stockholm ont permis d'une super conservation, que ce soit des matériaux, comme des corps, comme des artefacts, parce que du coup, ils n'ont pas été rongés par les vers, ils n'ont pas été dégradés par le temps. Parce qu'on va pas dire Stockholm, la Suède, c'est un peu froid, et le froid, bah, ça conserve. Et grâce à ça, on a une superbe idée de comment ils vivaient, comment le vivait le microcosme de cette époque-là, du début du XVIIe siècle en Suède. Et c'est ça qui est très intéressant. Bon, on va dire c'est malheureux pour les gens de l'époque, mais c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, historiens, pour découvrir un petit peu comment se passait la vie à Stockholm à cette période reculée, et comment se passait la vie à bord d'un navire avec les différents éléments qui étaient importés, qui étaient mis sur un bateau. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai lu ça il y a pas mal de temps. Je sais plus exactement si c'est très je pense que c'est authentique, mais il me semblait que on avait retrouvé l'épave d'un navire 18e en Baltique. Donc pareil, c'est à peu près dans les mêmes circonstances, avec des bouteilles de champagne à bord. Et il me semblait que ces bouteilles de champagne avaient été envoyées par Louis XVI à la cour du Tsar, de Catherine, je crois, la grande Catherine. Et quand on a retrouvé ces bouteilles, le champagne était encore buvable, ce me semble. Une petite anecdote à vérifier, mais il me semble que j'avais vu quelque chose comme ça à l'époque où ils avaient trouvé. J'ai cru oui dire de cette information aussi. Je pense que j'ai entendu ça quelque part, mais ça remonte tellement loin que je pourrais pas ni confirmer. Mais ça me dit vraiment quelque chose cette histoire-là. Et Bah, tu vois, oui. Par contre, je pense qu'il coûte extrêmement cher. Je pense ce champagne-là, je pense qu'il a pris énormément de valeur. Hein. Je pense pour. Oui. Oui, je me souviens qu'il me semble des œnologues l'avaient goûté et avaient dit que le pétillant était parti, par contre, mais il est extrêmement fin. C'était. Aussi. Et là, on parle un petit peu de passion aussi, de passion navale entre deux passionnés de navires, de bateaux. Tu en as parlé un petit peu en début de live, mais pour préciser un petit peu d'où ça vient concrètement cette passion, la littérature, de la littérature précisée maritime, précisément de la littérature maritime. Bon, ça c'est petit, ça m'a toujours plu. Je suis, comme beaucoup de gens, j'imagine, comme toi, comme pas mal de gens qui ont un intérêt pour la mer. Petit, ça m'a toujours plu. Je regardais Thalassa, j'aimais beaucoup. Moi, j'avais avec mon grand-père, je faisais du modélisme naval, des vieux gréements, et puis voilà, on mettait les petits trucs en bois. J'avais fait l'Astrolabe de Dumont d'Urville, par exemple, et puis la Santa Maria et la Nina, les caravelles de Colomb. Voilà, donc j'avais bossé là-dessus. Et puis j'avais commencé petite maquette du Victory que je n'ai jamais terminé. Mais bon, voilà, ça m'a toujours plu et j'ai toujours lu avec beaucoup de plaisir tout ce qui s'y rapportait. Bon, ça constituait pas l'essentiel de ma bibliothèque, mais ça c'en était une bonne part. J'aimais beaucoup ça. Donc du coup, c'est de là que me vient cet intérêt. En fait. Tu as comme objectif de la terminer du coup cette petite ouvrage du coup historique que tu avais prévu, que tu avais commencé. Ah, je sais pas. C'est des choses que je faisais à l'époque avec mon grand-père. Mon grand-père n'étant plus de ce monde, j'ai jamais eu le courage de me rejeter là-dedans, en fait. On dit que c'est bien les maquettes. Effectivement, les maquettes, c'est des maquettes. On adore. Ah, mais elles sont, il y en a qui sont superbes. Il y a des modélistes qui sont vraiment très talentueux et qui font ça très 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 bien avec un sens du réel absolument époustouflant. Est-ce que tu les as fait naviguer ces maquettes?
Ah non, non, c'est des maquettes de décoration. C'est des maquettes de Si je les décoration. mets... Ah oui, oui, non, si je les mets dans l'eau, elle coule. Ou elle se retourne, en tout cas, ça c'est sûr. Elles vont faire comme le bazar, hein. Ah, parce que je sais qu'il y en a qui font du maquettis et après qui les font naviguer après pour certaines. Donc, c'est pas si non, mais. Oui, non, mais je pense que ceux qui font ça plus volontiers, c'est plutôt à ce moment-là, c'est des petits bateaux à moteur et qui sont taillés pour la vitesse généralement. Ça, c'est plus agréable, je pense, que les vieux gréements. Donc, du coup, Moi, j'avais vu, tu vois, des vieux gréements où ils avaient rajouté des moteurs justement juste pour essayer de le faire naviguer dessus. Ça se pense. Exception qui confirme la règle, quoi. oui, non, mais ça, effectivement, oui, il y en a qui ont dû quand même le faire parce que c'est quand même agréable de voir ces bateaux voguer, Et enfin aujourd'hui, naviguer. on parle de littérature navale, on parle de littérature maritime. Quels sont les enjeux qui sont liés avec cette littérature? Euh, les enjeux de la littérature maritime, oh, ça serait de faire de la réhabiliter en grande partie. Ça serait un des enjeux principaux à mon sens. De faire revenir sur le devant de la scène cette littérature de voyage, parce que vu que ce sont souvent des récits qui se lisent comme des romans d'aventure, en fait, je pense que c'est parfaitement compatible avec ce que la plupart des lecteurs, même des gens qui sont pas forcément passionnés les choses de la mer, ou qui sont pas forcément extrêmement calés dans tout ce qui est vocabulaire marin, vieux gréement, etc. Tout le monde a vu Pirates des Caraïbes sans forcément être un spécialiste ou un passionné de l'histoire de la course et de la piraterie et à apprécier le film. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu similaire avec cette littérature-là. C'est justement de lui donner un nouveau souffle aujourd'hui et d'intéresser les gens à ce volet-là de l'histoire humaine et des témoignages dont certains sont franchement éloquents et très bien écrits. On a une question qui est pertinente, alors je sais pas si tu vas avoir la réponse, mais je la trouve vraiment qui est un peu dans l'air du temps. On nous posait quel était du coup l'impact de la construction des navires sur les forêts, sur la déforestation, sur l'écologie en fait. On a des éléments de réponse là-dessus. Alors là aussi, je suis pas spécialiste, donc ce que je dis, c'est pas de l'absolu, hein, c'est pas de la science, c'est de l'opinion. Je, je, je pense que oui, ça a eu un lourd impact sur les forêts, oui, parce qu'il fallait quand même des bois particuliers en fonction des parties du navire, parce que tous les bois ne se valent pas, il faut des chênes qui ont un certain âge, il me semble, pour faire certaines des parties les plus primordiales du navire, en particulier la quille, etc. Donc du coup, oui, ça coûtait cher, ça a coûté cher aux forêts françaises et aux forêts étrangères aussi, parce que il me semble par exemple qu'on allait pendant un certain moment chercher le bois pour faire les mâts, on allait les chercher dans les pays de la Baltique. C'était ça aussi, faut faire venir tout ça de loin. Là, oui, les forêts, la nature a dû en souffrir. Cela dit, ça doit être rien du tout par rapport à ce qu'on fait souffrir la nature aujourd'hui. Donc du coup, je pense que ça, dans le fond, peut-être que à vue de nez, j'en sais rien, mais je pense que peut-être que les Ikea a coûté plus cher à la nature que les flottes françaises et britanniques au cours du XVIIIe siècle. J'aime beaucoup cette analogie. Ça, c'est un petit clip, un petit clip que j'ai recherché, je pense, à cette petite remarque Ikea, les flottes françaises. J'aime bien. Si quelqu'un veut clipper ça, moi je suis preneur. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'avenir de la littérature? Quelles sont les possibilités, que ce soit pour Voilier Rouge, que ce soit pour la littérature en général consacrée à ces univers-là? Tout est à faire. C'est pour ça justement que je me suis dit que ça valait le coup de l'entreprendre. C'est un véritable boulevard en fait. Donc du coup, moi, j'ai des textes pour travailler sur plusieurs vies, quoi. Donc du coup, je vais pas, je pourrais pas tous les faire. Je vais être obligé de faire un choix. Et, euh, et, euh,
et tout ça, c'est à remettre sur le devant de la scène. D'autant plus qu'on peut varier réellement les époques. Voilà, le dernier bouquin, c'est sur le 19e siècle. On peut aller 17e, on peut aller 18e. Je peux rentrer dans le 20e aussi. C'est un petit peu moins ma tasse de thé parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites sur le 20e. À partir de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés, qui ont énormément écrit sur le sujet, qui ont fait d'ailleurs de très bonnes chaînes YouTube ou de très bons comptes Twitter ou Facebook pour en parler. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont réalisables, qui sont faisables en fait. Des textes dont moi je n'ai jamais entendu parler. À chaque fois que je fais des recherches, ou même quand on vient parfois me taper sur l'épaule pour me dire ah bah tiens tu as vu tel ou tel texte. Moi, je les connais pas, en fait. Je suis toujours très surpris. Même l'auteur, je ne le connais pas. Donc, je me dis, ah, bah, ouais, c'est magnifique. Il y aurait des choses à faire, il y a des trucs à faire. Et voilà. Donc ça, c'est l'avenir. L'avenir de ce pan-là de la littérature, à mon sens, est tout à fait devant lui, en fait. Donc, c'est pas en train de mourir, loin s'en faut. Et puis bon, c'est de la littérature de voyage aussi. J'imagine, j'anticipe que les lecteurs aiment beaucoup voyager. La plupart des gens, et moi j'en ai fait partie pendant longtemps, on a une vie très très sédentaire et assez régulière. Et du coup, voilà, l'idée de voyager, ne fût-ce que mentalement, et à une autre époque que les nôtres, c'est toujours quelque chose de très 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 plaisant pour ensuite suivre des gens dans des aventures qui sont complètement humaines en réalité. Et ça, ça sera toujours, voilà, c'est comme je disais, c'est du roman d'aventure en fait. Comme tu disais aussi, on en parlait un petit peu au début, c'est aussi cette envie cette quête de liberté qui est possible du coup grâce à la mer, grâce au navire, grâce à ces voiliers. C'est cette impression d'être un petit peu seul face au monde quand tu es sur un navire. Et du coup, les gens ont envie d'être transportés pour découvrir cette richesse. À l'époque, tous ces dangers qu'il y avait, on a parlé maintenant aujourd'hui, on a la technologie, on a des boussoles, on a des GPS. À l'époque, il faut mémorer qu'ils partaient vraiment à l'aventure, quoi, avec vraiment leurs affaires, et ils partaient un petit peu sans direction, même s'ils avaient quelques connaissances maritimes. Il n'y avait pas ces outils aujourd'hui qu'on a qui nous facilitent grandement la vie pour naviguer, qui sont indispensables, même obligatoires sur les navires. Ah oui. Allez, il me semblait d'ailleurs avoir lu d'ailleurs j'encourage tous les gens qui regardent et qui écoutent à aller voir par exemple le musée de la Marine à Port-Louis, qui est très, très bien fait. Il y a une partie qui est réalisée sur la Compagnie des Indes. C'est très très bien fait, très bien documenté. Et il me semblait d'ailleurs, pour rebondir plus ou moins sur ce que tu disais, que par exemple tout au début du XVIIe siècle, les Néerlandais, je crois, avaient créé une des premières compagnies des Indes. Ils avaient affrété plusieurs bateaux, tout en sachant très bien que quand ils les reverraient, il y aurait des bateaux qui manqueraient, parce que forcément c'était des tempêtes, un naufrage, quelqu'un qui s'est échoué quelque part, forcément ça. Donc ils avaient prévu quand même le fait que il allait y avoir un taux de perte. Les fameux 10% de pertes autorisées. On a fait 10 bateaux, on sait qu'il n'y en aura que 9 qui vont revenir. Et encore 9, on est optimiste. Parfois, c'était 9, c'était optimiste. Ouais. Il y en avait souvent un peu moins. Voilà, parce que la mer était un univers quand même qui fascinait par le côté qui est liberté que ça offrait, mais aussi par sa dangerosité et cette rêve d'une nouvelle vie, d'une vie différente, d'une vie meilleure, qui était assez incroyable. Et aujourd'hui, grâce à la littérature, on peut revivre en fait ces voyages qui ont été assez fantastiques, c'est incroyable, de découvertes, et de nouveaux mondes qui ont été vus par les hommes. Et il y a quand même beaucoup de similarités avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Par exemple, moi, le deuxième bouquin que j'avais édité, celui d'un père, d'un jésuite qui partit à la Martinique. Il traverse l'Atlantique et puis il parle du fait que dans son bateau, pendant la traversée, il pêche des dorades coryphènes. Ce que le voilier rouge, en l'occurrence, quand il a fait la transatlantique, on a laissé traîner l'hameçon et puis effectivement on a ramené des dorades coryphènes. Donc il y en a toujours, ça fait toujours un petit trait qui fait penser à ce qu'ont vécu les anciens.
Et voilà. Et puis le dernier bouquin sur la flore parle de la difficulté, par exemple, à vivre à bord quand le bateau roule. Et voilà, on a navigué, on se rend compte que voilà, c'est vrai que quand le bateau roule, ça devient rapidement invivable. Au-delà, bien évidemment, quand on souffre pas du mal de mer. Donc voilà, on est transformé littéralement en projectile dans son propre bateau. Et c'est assez. Il y a plein de parallèles qui peuvent quand même se tracer avec aujourd'hui. Et pour une question du coup qui est un petit peu tout ça, c'est qu'est-ce qui est primordial de savoir sur la littérature navale? Qu'est-ce qui est. Tu peux répéter? J'ai pas Qu'est-ce qui entendu. est primordial de savoir sur la littérature navale, maritime? Pour celui-là, je dirais que ce qui est essentiel, c'est le rythme. C'est une littérature rythmée. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est très dynamique, justement. On change beaucoup, vu que c'est du voyage. Donc forcément, on passe d'une étape à l'autre. Et c'est pas forcément un huis clos d'ailleurs, même si parfois les voyages dans le bateau peuvent sembler être, je veux dire qu'il se passe toujours la même chose. C'est pas forcément là-dessus que l'auteur s'attarde systématiquement. Et moi, en tant qu'éditeur non plus d'ailleurs. C'est toujours très très rythmé. On parle toujours de choses qui se succèdent les unes aux autres et qui sont assez différentes. Et justement, c'est ça qui, à mon sens, peut passionner et peut intéresser les lecteurs, même des lecteurs qui ne sont pas forcément intéressés en premier lieu par ce sujet-là. Et il y avait une remarque, j'ai envie de retomber dessus, là, qui nous paraît justement que cet univers des marins, ça a fasciné les gens, parce qu'il y a une culture, une identité très forte par rapport à leur âge d'or. Et si j'en savais, ils seraient beaucoup moins chauds. Et moi, pour en parler, je rappelle aux ceux qui sont intéressés par cette question-là précise, que j'ai fait un live justement avec Get Benzen, qui est un des premiers épisodes de podcast live qu'on a fait. On a fait un live sur comment vivaient les marins à cette époque-là. On a montré toute la dangerosité, que ça soit les maladies, la malnutrition, la sous-nutrition, les tempêtes, le climat, la difficulté, la rudesse du travail, du travail de marin à bord. J'ai parlé de tous ces éléments pour montrer que c'était, oui, tu avais cette quête ce rêve de liberté d'être sur la mer, par exemple. On va dire que il disait que sur la mer, les marins sur la marine britannique, ils avaient environ 3 mètres carrés d'espace vital qui leur était alloué. C'était 3 à 4 fois moins que quelqu'un de la même condition sociale à la même époque en Angleterre. Donc oui, ils avaient une certaine forme de liberté qui pouvait sur un bateau, mais c'était une vie qui était quand même très 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 difficile. Ah bah, ce qui est particulièrement parlant d'ailleurs, c'est ça aussi, je peux encourager tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, c'est d'aller en Angleterre, à Portsmouth, et d'aller visiter le HMS Victory. Il me semble que c'est un des seuls deux navires qui a été construit au XVIIIe siècle qui reste encore, enfin qui existe encore, avec l'USS Constitution à Boston. Ils étaient 800 à bord de ce bateau, ce qui est, quand on voit la taille du navire, on se dit qu'il devait être un tout petit peu serré quand même. Et du coup, c'est quand on regarde des plans, par exemple, quand ils montrent les hamacs, c'est vraiment, ils sont serrés comme des sardines, et c'est rien de le dire. Il y a une promiscuité de fou, il y a aucune intimité là-dedans, et c'est assez, ça devait être assez terrible à certains moments, quand il restait longtemps en mer, plusieurs mois sans toucher terre, ça devait être assez pénible, effectivement. Donc là même le 3 mètres carrés me semble franchement optimiste, mais parce que voilà, les hamacs sont vraiment à touche-touche en fait, et ensuite, ils n'étaient pas forcément tous pleins parce qu'il y avait une bordée qui était de quart pendant que l'autre dormait. Donc ils n'étaient pas tous dedans endormis en même moment, mais c'était quand même assez limité l'espace. En plus de ça, il faut rajouter sur les ponts, enfin les batteries, il y avait les canons, etc. Enfin bon, c'était quand même pas un voyage en première classe. Et ben, en tout cas, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais enchaîner sur les questions de fin d'interview du coup. Pour ça, parce qu'on a dit qu'on voulait pas finir trop tard parce qu'on se lève tous les deux extrêmement tôt demain.
Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ces questions, moi j'ai fait 2 autres lives sur la question, donc n'hésitez pas à les voir sur YouTube, sur version podcast. Et de toute façon, on aura l'occasion, je pense, de rééchanger sur ces sujets à un autre moment. Alors, sans transition aucune, est-ce que tu aurais une citation, mantra de vie en rapport à toi ou la littérature navale, maritime? Alors, ça serait pas un mantra de vie, mais j'ai pensé justement à quelque chose qui soit un petit peu dans le coup, et j'ai pensé à une citation de Nelson, l'amiral, et qui est assez parlante sur le personnage, qui était Never mind maneuvers, always go at them. Donc, ne vous occupez pas des manœuvres, foncez-leur dessus, en quelque sorte. Et ça transparaît, ça trahit un petit peu le côté un peu tête brûlée que pouvait avoir Nelson, mais en fait Nelson maîtrisait quand même très très bien les manœuvres navales et la stratégie y afférente. Donc du coup il savait quand même ce qu'il disait, mais ça avait particulièrement marqué quelques-uns des témoins sur le personnage assez haut en couleur qui était l'amiral Nelson. Malheureusement pour nous, du coup. Malheureusement pour le côté français. Mais enfin bon, ça aussi la grosse différence les grosses différences entre les deux marines à cette époque-là, ça vaudrait à mon avis toute une interview et peut-être avec quelqu'un de plus spécialisé que moi sur le sujet. On a une question qui est en rapport à ça que je trouve pertinente aussi, que j'avais pas pensé, mais est-ce que tu aurais des films ou des séries qui donnent un aperçu de la vie à bord? Moi j'en ai quelques-unes. Ah bah un film, il y a les comment ça s'appelle, Master and Commander, bien sûr. Il y a toutes les versions du comment ça s'appelle, La Révolte du Bounty. Quelles autres une série, je crois, qui est plus toute jeune, je crois que c'était Horatio Hornblower. C'est britannique ça. Et ensuite, je me suis pas trop concentré sur ça. Sinon, un film qui s'appelle Pirate, qui date de 86, qui était pas mal aussi. C'est plutôt 17e ça, et c'est un peu oublié d'ailleurs. Il me semble que c'était Roman Polanski, et le film est bien. Le film est plutôt pas mal. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient en tête. Ensuite, je pourrais faire une liste là-dessus. Moi, j'avais Master and Commander, j'avais peut-être, mais on voit pas trop beaucoup d'espace maritime, mais on voit surtout des pirates, mais c'est pas trop sur les navires. C'était la série Black Sail aussi, quand même intéressante sur cette période-là. Intéressant sur les pirates à Nassau. C'est vraiment centré sur cette période-là, mais il n'y a pas énormément de cadrage sur vraiment comment ils vivaient à bord, mais quand même on est quand même sur l'univers de la piraterie, donc il y a quand même pas mal d'éléments qui sont présents, notamment dans les premières saisons, qui sont intéressants. Est-ce que tu aurais des lectures posées? C'est difficile pour un éditeur de parler de lecture, en fait, en restant neutre, parce que forcément, je vais dire les miennes. Et je suis donc j'encouragerais les gens à se pencher là-dessus et puis à regarder ce que la maison a produit. Sinon, d'autres éléments, d'autres livres. En règle générale, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour moi parce que justement, comme j'essaie quand même de varier les plaisirs et ne pas lire que des choses dans le civil, oserais-je dire, lire autre chose que des récits marins. Je lis des choses par contre parfois un peu rien à voir avec la mer. Du coup, forcément, je varie. Mais sinon, ce que je peux recommander, ce qui était très bien, c'était le récit. Alors ça, je sais plus si ça a été réédité récemment, mais c'est le récit d'Ekmelin. Je n'ai jamais su comment ça se prononçait. Sur ses aventures en tant que flibustier dans les Caraïbes. C'était assez édifiant. Il y a plusieurs éditions qui existent. Il faut en trouver une bonne. Je sais plus. J'ai pas vérifié s'il y en avait une qui était récente et qui valait du coup. Ça faudrait que je regarde. Mais ça, il me semble que si. Sinon, je l'aurais fait, je crois, parce qu'il était bien. Et celui-là, je recommande. Sinon, l'histoire de la piraterie de Rodé Djibouti, comme tu as dit, ça c'est pas mal pour se faire une bonne idée. Et sinon, les autres titres qui me viennent en
tête, c'est des titres du 19e, 18e sur lesquels je vais travailler, donc je peux pas dire aller les lire parce que je les ai pas encore édités. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup, je montre souvent, mais que j'aime beaucoup sur cette histoire-là, que ça fait longtemps que je l'ai pas montré à l'écran. Et c'est vrai que j'aime beaucoup La pierre de tous les pays de Marcus Rediker, que je trouve intéressant. Et lui, il a compilé plus de 2000, plus de 2000 du coup, ouvrages et récits de marins pour écrire celui-là. Il a écrit aussi des Forçats de la mer ou l'Hydre aux mille têtes, ou les Révoltes de l'Amistad pour parler un petit peu de l'esclavage, pour parler de la vie navire. Il a fait vraiment tout le tour de cette période maritime. Fascinant et incroyable que moi j'apprécie énormément. Vous ne connaissez pas Marcus Rediker, je vous invite vraiment à le lire. En plus, il est très sympathique. Est-ce que du coup, tu aurais peut-être un podcast, YouTube, je sais pas si c'est des éléments que tu consommes ou pas? Si, des fois je regarde. Sur YouTube, je recommande les vidéos qu'il a fait sur le champ, qui sont très très bien, celles qui sont des batailles navales. Il avait fait une série sur Trafalgar, la bataille des Saintes et la bataille de Minorque, je crois, voilà, qui était très bien, qui expliquait très très bien en fait. C'était bien dit, c'était bien résumé, c'est assez magnifiquement raconté. Donc ça, oui, je recommande. Lui, il parle pas que d'histoire navale, mais c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait. Sinon, à côté, il y a Capornier qui a ouvert récemment, je crois, une chaîne YouTube sur l'histoire navale, plutôt Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il me souvenir. Il a fait de très bonnes vidéos aussi. Alors, lui, je recommande pareil. Sinon sur Twitter, Tribord Amur qui tweet régulièrement des petits billets sur des événements maritimes de l'époque, particuliers sur l'époque qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire 1815-1915 et la transition entre la marine à voile et la marine à vapeur, en fait, qui est une époque passionnante, bien évidemment, vu le changement que subissent les embarcations. Merci. Est-ce que tu aurais du coup une personnalité historique, politique favorite? Peut-être maritime? Bah forcément, je vais pas. Ça serait trop simple si je disais Napoléon ou De Gaulle, mais là en l'occurrence, j'ai pensé à quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup et bon, c'est un Anglais. Tu vas m'en vouloir peut-être un petit peu. Encore un Anglais. Mais c'est encore un Anglais, exactement. Et pourtant, on va arrêter le live du coup. Merci d'être venu, c'est sympa. Non, mais il a écrit très bien d'ailleurs son autobiographie qui s'appelle Autobiography of a Seaman, donc l'autobiographie d'un marin, et n'a jamais été traduite en français et a inspiré en partie Master and Commander. Et il s'agit des mémoires de l'amiral Thomas Cochrane, qui a lui effectivement qui a servi à l'époque. C'était une tête brûlée, lui aussi. Il n'était pas très très apprécié par ses supérieurs, par les l'ordre de l'amirauté, mais il savait très très bien diriger ses hommes et son bateau. Et il a d'ailleurs, il est tombé en disgrâce à un moment en Angleterre. Il a été servir la marine sud-américaine, je crois, pendant un moment. Il a été au Chili, il a été au Pérou, et puis ensuite au Brésil. Et c'est un personnage qui est très très haut en couleur, qui avait pas la langue dans sa poche, qui n'hésitait pas à dire à exposer les magouilles en fait auxquelles ça donnait les officiers les chantiers navals britanniques. Ce qui expliquait d'ailleurs en partie le fait que les bateaux anglais à l'époque étaient d'ailleurs de moins bonne qualité que les nôtres. Et c'est assez épatant. Et il voit les choses avec un œil assez clair, assez clairvoyant, sans trop de parti pris national. Et d'ailleurs, il est assez apprécié par
par un autre théoricien français, lui cette fois-ci, qui s'appelle Jurien de la Gravière, que je peux citer d'ailleurs à côté de lui. Un amiral aussi, bien français lui, cette fois-ci, et qui a écrit pas mal d'analyses aussi sur la politique navale française au 19e siècle, dont je recommanderais, sur les textes desquels j'espère pouvoir travailler l'année à venir, ou celles qui suivent, parce que c'est des personnages haut en couleur et qui valent le coup d'être connus, parce que moi je les connaissais pas avant de me rencarder sur le sujet, et je suis à peu près certain que très peu de gens les connaissent en fait, à moins d'être littéralement passionné par cette époque-là. Merci, du coup je t'ai envoyé dans la salle une question. Est-ce que c'était bien lui que tu parlais sur Twitter, Tribord Armure? Parce qu'on m'a posé la question. Alors, Tribord Armure, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Faudrait que je vais te renvoyer son lien. C'est son lien en attendant. C'est Alban Lanéoas. C'est avec lui que j'ai travaillé sur mon dernier livre. C'est un officier de la marine. Ok. Ah, attends, je l'avais vu. Voilà. Je te l'ai envoyé là. Tu m'as envoyé le lien. Alors attendez, je vais le partager comme ça. Ah oui, c'est lui, ouais. Ça me parle plus. Adresse. Et lui. Et il a fait une très belle monographie du navire La Flore, celui que je mentionne dans mon dernier bouquin. Donc ça, je recommande vivement. Il a fait un très 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 beau. C'est un album, c'est un grand bouquin, mais très bien fait, très bien documenté, et il est très bien écrit. Et quel est du coup ton prochain défi? Alors, naviguer et continuer continuer le boulot. Il y a au moins 3 ou 4 livres qui sont à venir là en ce moment, sur lesquels je travaille. Je vais avoir des partenariats intéressants, le musée de la marine entre autres, et la marine nationale, et l'état-major de la marine nationale, qui devrait normalement collaborer sur des prochaines éditions. Donc ça commence à devenir un petit peu plus ça commence à prendre un petit peu son envol, ce qui me fait plaisir d'ailleurs. La contrepartie, c'est que c'est beaucoup plus de travail. Et à côté, il faut naviguer et il faut s'occuper d'un voilier. Et un voilier, c'est souvent très capricieux. Donc voilà. Donc du coup, c'est ça. Le challenge à venir, c'est pouvoir continuer les deux main dans la main. Mais je pense que c'est tout à fait faisable, et d'autant plus que c'est 2 passions. Donc du coup, ça restera toujours plaisant. Eh ben merci. Et maintenant, où est-ce qu'on peut te retourner? Moi, je mets le lien de ton site, mais est-ce que tu veux renvoyer des gens vers quelque part d'autre? Il y a sur Twitter, on peut me retrouver. Sur Facebook, on peut me retrouver aussi. J'ai ouvert très récemment un profil LinkedIn. Donc là aussi, on pourra m'y retrouver. Mais je pense que là où je poste le plus souvent, c'est Facebook et Twitter. Normalement, à peu près tous les 2 jours, je mets un petit quelque chose, un petit billet, un petit commentaire, généralement illustré avec un tableau, une gravure, une estampe, en lien avec la navigation. J'essaie de parler quand même aussi un petit peu d'autre chose que les sujets qui sont complètement propres à mes bouquins, voilà, pour varier aussi un peu les plaisirs. Et parce que parce que le sujet me plaît énormément et que je ne m'en lasse pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? À tous ceux qui regardent ou qui écoutent, naviguez et lisez. C'est un bon conseil. Peut-être pas forcément les 2 en même temps, mais compliqué, voilà, c'est déjà. Oui, remarque. Au bout d'un moment, on s'habitue au mouvement, et même au bout d'un moment pendant la transat, j'ai quand même réussi à lire. Alors c'était pas donné pendant certaines navigations.
Ok, ben merci à toi en tout cas. C'est très intéressant. Je pense qu'on se reverra très vite. Je pense qu'il y a des choses à faire. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Moi j'invite les gens qui ça a plu, si vous n'avez pas encore essayé, à follow la chaîne si vous avez apprécié. Je rappelle que l'épisode sera disponible en replay instantanément pour les abonnés à la chaîne. Pour les autres, il faudra attendre la version YouTube et podcast qui arrivera dans un mois. Et voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire. Si vous avez Amazon Prime, c'est moins cher que gratuit. Et sinon, eh ben, merci à vous d'avoir été présents. Si vous avez une petite suggestion de raid, rapidement. Sinon, moi, je vais faire un raid vers un copain. Regarde vite fait si j'ai quelqu'un. Je te laisse conclure sur le mot de la fin en attendant ça. Rémi, s'il y a quelque chose à partager à nos viewers et les gens qui nous écouteront en rediffusion. Là sur le coup j'ai rien forcément de spécial à ajouter au-delà de ce que j'ai dit. C'est sinon vraiment effectivement encourager les gens à naviguer, à essayer de tester la mer pour ceux qui n'ont jamais fait ça, pas forcément s'acheter un voilier, mais au moins essayer. De la navigation à la voile plutôt qu'à moteur. À moteur, c'est assez simple, il suffit de pousser. Mais sur la navigation à la voile, c'est quand même un peu plus intéressant, c'est un peu plus stimulant aussi. Et puis lire sur le sujet peut vraiment être assez formateur et assez intéressant et permet de voyager. Dernier trou, Océan Méditerranée ou Océan Méditerranée, tiens. La Méditerranée, je connais très mal parce que j'ai très peu navigué dedans. Donc, l'océan, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus régulier. Enfin, ça dépend où et ça dépend bien évidemment, ça dépend où et ça dépend à quelle saison. L'avantage, l'océan, je trouve que vu que c'est immense, la météo est un peu plus prévisible. Et alors que la Méditerranée a la réputation, à mon sens pas volée, d'être un peu plus capricieuse parce que la Terre est beaucoup plus proche. Donc voilà, ça peut aller un peu dans tous les sens. Donc océan, très clairement. On parlait pour le voilier, t'as 10 secondes. Pour le voilier, océan. Océan, ok, très bien. Et ben en tout cas, les amis, moi je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie d'avoir été présents.